Une culture aussi de la santé qui est complètement différente, puisque nous, on a une culture du diagnostic. Ouais. Eux, pas du tout, en fait. C'est-à-dire que vous allez au dispensaire, vous expliquez vos symptômes, on vous donne des médicaments et vous repartez. Si vous croisez la personne qui sort du dispensaire dans la rue, vous lui dites, bah, vous avez quoi? Bah, je sais pas, mais on m'a donné ça. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Infirmière No Crash Test. Aujourd'hui, c'est avec Sandra que je vais discuter. Sandra qui, en plus de son activité libérale, s'est impliquée dans l'associatif et a décidé de dépasser les frontières. Bonjour Sandra. Bonjour. Écoute, je suis super content de discuter un petit peu avec toi aujourd'hui. Rapidement déjà, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, alors donc Sandra, je suis infirmière de métier depuis 20 ans cette année. J'ai pas mal bougé, j'ai eu diverses activités professionnelles. Toujours dans le monde de la santé ou... Toujours dans le monde de la santé, avec prochainement un changement dans ma carrière, puisque je vais m'éloigner du lit du malade. Parce qu'au bout de 20 ans, je pense que j'ai donné le meilleur de moi-même, mais je pense essayer d'apporter mon expérience et mon expertise d'une autre manière dans la coordination de professionnels de santé. Et ça marche. donc, tu te renouvelles encore dans ton Oui, dans voilà, ton je job. pense que c'est important. La carrière linéaire, ça n'existe plus, quoi. Ah non, complètement. Et puis la carrière, vraiment, ouais, comme tu dis, la carrière de toi, tu es plutôt du genre à aller chercher ton job, à aller chercher vraiment euh, ta façon de pratiquer, et même à aller chercher très loin, voire hors des frontières de France. Et c'est principalement pour ça que je t'ai contacté. C'est toi, tu as carrément monté un projet, tu as participé en tout cas à un projet associatif. Est-ce que tu peux, vas-y, te présenter un petit peu ce que c'est ? Oui, alors je fais partie d'une association qui s'appelle Action d'Avenir et qui œuvre au Burkina Faso, essentiellement à Ouagadougou. Ça n'a pas toujours été le cas, mais actuellement on concentre nos actions sur la capitale du Burkina, qui est Ouagadougou. Je suis partie la première fois en 2008. Alors pour la petite histoire, je suis partie complètement par hasard la première fois. J'avais pas forcément l'objectif de partir à l'étranger. Je suis partie parce que ma fille était à l'époque à l'école maternelle et il y avait eu un projet avec l'école et les élèves avaient fait un spectacle de fin d'année au profit d'une association dont les membres partaient au Burkina. Et l'instit, pré-discussion, elle me dit, bah ok, mais si vous nous aidez comme ça, vous partez. Donc moi et mon copain qui est photographe, si vous nous aidez comme ça, vous partez avec nous. Et nous, on a dit chiche. Ah oui, carrément. C'est comme ça que ça a démarré, en fait. Vous faites pas les choses à moitié. Si vous faites les choses, c'est jusqu'au bout, vous allez jusqu'au Burkina. Voilà, c'est ça. Et nous, on a dit, bah, c'était mal nous connaître, en fait, que nous mettre au défi de partir. Et ça a été vraiment une expérience. La première mission est une expérience extraordinaire. C'est vraiment, je pense que c'est soit on adore et après on peut plus s'en passer, soit effectivement on y va qu'une fois. C'est arrivé à certaines personnes. Hein. On y va qu'une fois, c'est compliqué et on n'y retourne pas, quoi. Mais il faut l'avoir vécu pour savoir. Soit t'es fait pour ça, soit t'es pas fait pour, mais il faut l'avoir testé, quoi. Voilà, je pense qu'il faut essayer parce que moi, je peux le raconter, je suis capable d'en parler pendant des heures, mais je dis toujours, ça se vit en fait. C'est quelque chose qui se vit de l'intérieur et je pourrais jamais faire passer tout ce que ça m'a apporté, et aussi bien personnellement que professionnellement. Ça change complètement le regard sur la vie, tout simplement. D'aller voir ailleurs, d'aller voir ailleurs ce qui se passe et de dire que finalement, quand même, ce qu'on en retire, c'est qu'on n'est pas si malheureux que ça en France, quoi. J'imagine bien. Aussi bien en termes de conditions de travail qu'en termes de qualité des soins, etc. Même en termes d'accès aux soins, tout simplement. Hein. C'est vrai qu'en France, on est souvent, il y a encore plus actuellement à dire que c'est compliqué, mais finalement, c'est encore beaucoup plus compliqué ailleurs, quoi. Ouais, les portes sont déjà, il y a des portes, les portes sont ouvertes ici si on a besoin d'y aller. Voilà, oui, c'est vraiment. Moi, j'ai été vraiment confrontée à quelque chose que j'imaginais pas du tout, quoi. J'imaginais pas du tout que ça puisse être aussi différent et que ça change autant mon regard sur ma manière de travailler, ma manière de réfléchir, sur plein de domaines, quoi. Et alors justement, toi, est-ce que tu avais une action soignante là-bas, ou est-ce que c'était quoi du coup ton... Alors la première mission que j'ai faite, le président de l'association était médecin.
Donc lui, il avait déjà fait plusieurs missions et donc on avait des relations avec des dispensaires sur place. Donc ça m'a permis d'aller effectivement travailler sur place dans les dispensaires, d'aller aussi en brousse, dans des familles en brousse, Ouais. voir des enfants malades, voir ce que nous, on pouvait apporter avec nos petits moyens, parce qu'on n'est pas des associations internationales à budget faramineux, on est Ouais. vraiment C'est sur de pas l'action Médecins sans locale, frontières, ponctuelle, c'est... quoi. Ouais, d'accord. Donc, mais ça m'a quand même permis voilà, d'aller travailler dans un dispensaire, d'aller voir comment ça se passait, d'aller visiter les différents niveaux dispensaires, centre médical avancé et centre hospitalier universitaire. Et alors raconte un petit peu les différences qu'il peut y avoir, parce que j'imagine qu'entre un CHU métropole, un CHU au Burkina et un dispensaire dans la brousse. Alors, le dispensaire dans la brousse, c'est le premier, ou même le dispensaire à Ouaga, sans aller dans la brousse, c'est le premier niveau du soin, et c'est là où les gens vont spontanément quand ils ont un souci de santé. Savoir que c'est pas du tout médicalisé. Ah bien. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de médecin. Déjà, donc le premier recours, en fait, là-bas, c'est l'infirmière. Bien, très très bien. Donc déjà, grosse différence, hein, effectivement. Alors avec une culture aussi de la santé qui est complètement différente, puisque nous, on a une culture du diagnostic. Ouais. Eux, pas du tout, en fait. C'est-à-dire que vous allez au dispensaire, vous expliquez vos symptômes, on vous donne des médicaments et vous repartez. Si vous croisez la personne qui sort du dispensaire dans la rue, vous lui dites, bah, vous avez quoi? Bah, je sais pas, mais on m'a donné ça. Ah oui, d'accord, ils sont pas du tout curieux Non. de savoir ce qu'ils peuvent avoir ou... Non, et puis c'est pas dans leur... Enfin, c'est vraiment pas dans leur culture, pas leur quoi. façon, C'est-à-dire ok. que... Bon, alors après, sur le premier niveau, c'est vraiment, enfin, comme on dirait en France, du premier recours, c'est-à-dire que les gens vont consulter. Bon, globalement, c'est vous avez de la fièvre, vous avez des maux de ventre, vous avez des mouillissements, bah, c'est un palu jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Voilà, parce que c'est quand même très répandu. Alors, ce qu'il y a aussi dans les dispensaires, c'est les accouchements. Ouais, ça, C'est-à-dire que haut les niveau de femmes, stress. voilà, les femmes, soit elles accouchent enfin, dans la brousse, à domicile, voilà, sans recours, soit elles accouchent au dispensaire. Mais un accouchement là-bas, c'est vous arrivez, vous accouchez, le soir vous repartez chez vous avec le bébé, quoi. Il n'y a pas, Ils se pose sont, pas de questions. ils sont beaucoup plus efficaces apparemment. Parce que... Oui, c'est ça, ils ont la solution à l'engorgement des urgences. C'est-à-dire que, mais il y a aussi le point de vue économique qui est très important puisque tout est payant. C'est-à-dire que évidemment la sécurité sociale n'existe pas. Donc déjà pour recourir au premier niveau, il faut quand même pouvoir payer sa consultation, bon, qui a un coût absolument dérisoire quand même malgré tout, le premier recours. Il faut pouvoir payer ses médicaments. Si on vous demande d'aller faire une goutte épaisse, pour le palu, il faut effectivement pouvoir payer la goutte épaisse. Donc tout aussi est d'un point de vue économique. C'est pour ça que la femme, si elle vient accoucher au dispensaire, c'est déjà pas mal. Ça augmente un peu la sécurité, mais globalement, il faut quand même pouvoir le payer. Ouais, ça c'est vrai qu'on l'oublie un petit peu des fois ici. Que Chez tout nous, se c'est paye. tellement facile, on donne sa carte vitale. Là-bas, moi, avec l'expérience, hein, j'ai vécu d'autres types d'autres types de recours aux soins, et effectivement il faut absolument tout payer, c'est-à-dire que pour une prise de sang vous allez d'abord à la caisse avec la prescription du médecin et puis on vous dit alors d'abord vous pouvez choisir qu'est-ce que vous voulez faire comme analyse en fonction du prix des analyses, hein, parce que si vous pouvez tout payer, vous choisissez. Et puis il faut acheter la paire de gants pour le soignant, il faut acheter les compresses, il faut acheter ça, c'est vraiment voilà, tout est au détail, quoi. Oui, d'accord. C'est à la carte, mais il n'y a pas Donc, le menu prise de sang. Oui, voilà, donc c'est ça. Donc les gens ne font pas forcément toutes les analyses qui sont prescrites. Ils font en fonction de ce qu'ils peuvent payer, en sachant que le salaire moyen de quelqu'un qui travaille dans le milieu conventionnel, on va dire, c'est 25 € par mois. Donc ça chiffre vite, hein, les soins et les médicaments, ça chiffre très vite, et donc ils sont obligés de faire des choix. Ça doit être assez dur à vivre, du coup, de se dire... C'est très compliqué pour nous. Parce que pour nous, ça pourrait paraître dérisoire, c'est vrai, de se dire, je sais pas, la consultation, si c'est 150 francs CFA, ça fait 1,50 franc de nos anciens francs, donc je ne saurais pas le dire en euros. Mais. C'est 10 francs, c'est 1,50 €, quoi. Ouais, donc non, mais 1,50 franc, ça fait des centimes d'euros, quoi. Ouais.
c'est vrai que ça peut paraître dérisoire. Effectivement, on n'a pas ce réflexe de dire, pour nous, bah oui, bah tu vas aller consulter et puis voilà quoi, il faut que tu ailles consulter. Et c'est pour ça aussi que on est encore beaucoup confronté au recours à la médecine traditionnelle, parce que déjà c'est culturel d'avoir recours à la médecine traditionnelle, et qu'en plus, en termes de coûts, c'est parfois moins cher de recourir à la médecine traditionnelle. Donc on est vraiment obligé là-bas de composer avec les deux. C'est indissociable. Les gens, même si nous, on va les amener à consulter, à prendre en charge les frais, ils voudront quand même avoir recours à la médecine traditionnelle. Oui, puis de toute façon, toi, tu peux pas arriver en tant que c'est moi qui ai la vérité, la science la vraie. Regarde, c'est comme ça que ça se passe maintenant. Je chamboule tout. D'abord, si on fait ça, on le vit très mal. Et puis, il faut vraiment oublier notre système de pensée, en fait, tout simplement. Moi, je donne toujours pour l'exemple, parce que les gens disent oui, mais on leur donne de l'argent pour, par exemple, inscrire leurs enfants à l'école. Mais je dis oui, mais si vous, en France, demain, vous pouvez pas nourrir vos enfants, on vous donne de l'argent pour les inscrire à l'école. Ça va être quoi votre priorité? Les inscrire à l'école ou leur donner à manger? Parce qu'un enfant qui mange pas, il peut pas aller à l'école, c'est pas possible. Donc à un moment, un enfant malade, il peut pas aller à l'école non plus. Donc à un moment donné, quand vous n'avez pas les moyens de subsistance, vous êtes obligé de faire des choix. Et le choix va se porter forcément sur les besoins primaires. C'est normal. Évident, c'est évident, ouais, tout à fait. C'est survivre avant de vivre, quoi. Donc il faut vraiment s'enlever de la tête tout ce qu'on sait, tout ce qu'on connaît. Il faut arriver là-bas sans a priori, sans préjugés. Alors la première mission, vous n'y arrivez pas, j'ai passé 15 jours là-bas la première fois. Il m'a fallu un mois en rentrant pour réussir à retourner faire mes courses sans être écœuré par l'opulence de nos magasins, sans changer aussi. Nos enfants, ils sont pour rien, ils sont nés dans un pays où on a les moyens. Enfin, donc de pas être toujours en train de dire aux enfants, oui, attends, finis ton assiette, ou tu vois pas des jouets, t'en as plein, ou enfin voilà, parce que voilà, faut pas non plus tomber dans l'extrémisme inverse, quoi, et de dire c'est tout. On a des enfants qui ont la chance d'être nés dans un pays où on a les moyens, mais bon, c'est aussi une manière, il faut aussi leur apprendre, quoi. Il faut aussi leur apprendre. Ça va en tirer un peu la leçon, effectivement, toi tu es pour rien. Profite d'être dans un pays où tu peux aller te faire soigner, tu peux manger et aller à l'école. Ouais. Oui. Mais sans non plus, comme tu dis, sans culpabiliser aussi ton gamin. Oui, non, parce que c'est pas l'intérêt, quoi. Mais après, les enfants deviennent assez curieux. Enfin, moi, ma fille a 17 ans, elle est déjà partie 2 fois, donc. Elle est bien motivée quand même, parce qu'à 17 ans, il y en a pas mal qui n'ont pas forcément tout de suite l'envie, justement. Mais bon. Ouais, elle est partie la première fois en mission jeune sans nous. Sans nous, en fait. Elle n'avait jamais voulu partir avec nous. Et puis au collège, ils ont fait des actions, etc. Elle avait la possibilité de partir et elle a voulu partir en mission jeune. Et elle a fait sa première expérience sans nous. Et je pense que c'était bien. Dans des conditions pas forcément faciles. Ils ont dormi à même le sol, etc. Ils sont partis 15 jours sans smartphone. Ils font pas les choses à moitié. Ah ouais, carrément. Sans smartphone, sans connexion Internet, etc. Et ils sont revenus transformés, les gamins. Enfin, ils étaient une dizaine de gamins. Ils sont revenus avec des images plein la tête et c'est pareil, un regard sur la vie qui change, quoi. Qui change. Et toi, tout à l'heure, tu disais que justement, ça avait changé donc ton regard sur la vie aussi, mais ton regard sur ta façon de travailler, sur ton boulot en lui-même. Quand tu es revenu après en métropole, du coup, ça a changé quoi? Alors, ça a changé quoi? Ça a changé, alors au début, un petit peu d'intolérance. J'étais devenue un peu intolérante à toutes les plaintes qu'on peut entendre ici au quotidien de gens qui sont jamais contents de tout ce qu'on peut faire pour eux, enfin, en termes de soins, en termes d'attente aux urgences, en termes de tout ce qu'on peut entendre à longueur de journée. À ce moment-là, toi, tu bossais dans quel type? À ce moment-là, j'étais déjà en libéral, moi. Okay. J'étais déjà en libéral après avoir travaillé. Je travaillais 7 ans aux urgences, donc je connais bien aussi le tout de suite, moi d'abord et les autres après. Donc au début, ça a été un petit peu compliqué parce qu'effectivement, encore une fois, les gens ici, ils sont pour rien, c'est le système qui est comme ça. Mais d'avoir vu ce que j'avais vu et de me dire quand même... Enfin voilà, les gens, vous allez à la pharmacie, vous donnez votre carte vitale, vous ressortez, vous n'avez rien payé, vous allez faire un scanner pareil, vous allez vous faire opérer pareil. À un moment donné, dites-vous quand même qu'on a un système qui fonctionne. Il n'est pas parfait, mais il fonctionne. Et en tout cas, on vous laisse pas mourir si vous pouvez pas payer vos soins, quoi. Ouais. Donc, ce qui n'est pas le cas partout. T'as pas d'argent, t'es pas mal à l'ailleurs. C'est un petit peu difficile. Et puis après, ça a changé ma manière de travailler dans le sens où j'ai été beaucoup plus attentive au gaspillage aussi.
Ouais, surtout que dans le milieu du soin. Ouais, parce que moi, à mon niveau, vu ce que je récupère sur une année en matériel de petits soins, enfin voilà, ou de paracétamol ou de choses qui ont été finalement remboursées par la Sécu, je me suis dit, moi, à mon niveau, comment je peux faire effectivement pour éviter alors même si je suis une goutte d'eau dans le système santé français, mais voilà, comment chacun peut faire et essayer d'inculquer aussi cette culture-là aux gens, de dire mais si vous n'en avez pas besoin, prenez pas à la pharmacie. Enfin, alors les gens après ils me disaient bah oui mais on vous les donne, ça partira en Afrique. Oui ok mais bon à un moment donné c'est notre système à nous qui va être à bout de souffle et puis C'est on va ça, il y a toujours quelqu'un qui paye. C'est pas parce que toi tu donnes ta voilà. carte, il y a forcément un moment quelqu'un qui paye. Voilà, c'est ça. Et puis à un moment donné, si on continue à faire comme ça, notre système il va plus y arriver, quoi. Donc et puis voilà, faire attention à la quantité depuis qu'on a le droit de prescription, à ce qu'on prescrit, au coût de ce qu'on prescrit, à des choses auxquelles je faisais pas forcément spécialement attention avant. Voilà, maintenant je fais beaucoup plus attention au coût et à la quantité de matériel que je peux prescrire, par exemple, ou que je fais délivrer parce que le médecin a prescrit et que je dis bah non mais ça on n'en a pas besoin, ça on n'en a pas besoin. Ouais, c'est ça en fait, c'est une manière de pratiquer un peu plus raisonnée en fait. C'est Oui, juste tout c'est ce ça. dont tu n'as pas besoin. J'imagine que c'est centre privé pour autant, si tu as besoin de matériel, tu l'utilises. Bien sûr, Mais oui, voilà. bah, toi aux urgences, tu as dû certainement le voir, les personnes qui vont péter un kit à pansement pour prendre juste une pince, pour prendre juste un set, pour Oui, prendre c'est juste ça, du c'est ça. matériel dedans. Ça, bon. Ouais, Bon, ça, nous, à domicile, des fois, on voit des choses. Enfin, voilà, hein, les prestataires qui livrent des quantités de matériel ou qui livrent pour un mois chez un patient dont on sait que l'espérance de vie est loin d'être à un mois. Ou voilà, bon, il y a quand même des choses qui. Donc, effectivement, le fait d'essayer de. Bon, ça m'a quand même. Et voilà, après, il y a des choses sur lesquelles je peux pas interagir, hein, forcément. Mais en tout cas, dans ce domaine-là, ça m'a fait réfléchir aussi. Ouais. d'accord. Qu'est-ce que ça, donc, juste que ça t'a apporté, maintenant, qu'est-ce que ça t'a coûté personnellement de justement mettre en place, sur le fait de bosser avec l'association, de repartir, de travailler justement pour cette association? Alors, en termes de coûts En termes de coûts financiers. financiers, personnels, ça peut être le temps, ça peut être de l'énergie, ça peut pas forcément que de l'argent. Ouais, alors en termes de coûts financiers, ça a un coût puisque, enfin voilà, quand je pars, moi je paye intégralement mes billets d'avion, mon Mhm. hébergement sur place, etc. Si ce n'est que ça fait partie des dons aux œuvres, donc c'est déductible des impôts. Donc C'est toujours bon à voilà, c'est quand préciser, même un effectivement. retour, voilà. Les frais qui sont investis dans la mission, dans la mesure où on accepte de ne pas se les faire rembourser par l'association, sont déductibles des impôts au titre des dons aux associations loi 1901. Ça, c'est toujours super Donc, important à préciser pour les personnes qui veulent faire ça, mais voilà, dans le voilà, budget, après, c'est il y a quand des même un truc grosses à associations savoir. qui prennent en charge l'hébergement, etc. Bon, tout en sachant que, bon, le billet d'avion, voilà, on paye le billet d'avion, mais après, sur place, la vie, elle est pas chère du tout, quoi. Hein. Je veux dire, Ouais, d'accord. on mange pour 1 euro par jour et par personne, quoi. Donc c'est pas non plus, voilà, on a une cuisinière, hein, donc c'est pas non plus, voilà, les coûts sur place. Enfin, ce que je dépense sur place, c'est plus pour effectivement aider les gens qui nous entourent que pour ma vie perso là-bas, quoi. Hein. Donc moi, je suis toujours partie bénévolement. Après, il y a des associations qui proposent des missions aussi organisées où l'hébergement est pris en Mhm. charge. Donc ça existe, hein, il y en a plein des assos dans différents pays. Je connais quelqu'un qui part à Madagascar. Voilà, c'est aussi d'autres possibilités. En termes humains, bah, si je devais faire la balance entre ce que ça m'a apporté et ce que ça m'a coûté, je dirais que enfin, voilà, ça m'a rien coûté parce que finalement, ça m'apporte tellement et c'est devenu un besoin en fait. C'est devenu un Carrément, besoin. d'accord. Ouais, c'est devenu un besoin parce que c'est quand je pars tous les ans, alors je pars 15 jours parce que j'ai pas matériellement la possibilité de partir plus, mais c'est un peu ma bouffée d'oxygène dans l'année, quoi. C'est de se dire, allez, on se déconnecte. Bon, maintenant on a Internet là-bas, mais ça n'a pas toujours été le cas. Mais je me déconnecte, je suis complètement ailleurs, j'oublie les soucis du quotidien là-bas. Puis j'ai des amis là-bas maintenant, forcément, À puisque force d'y aller, ouais. ça fait 11 ans que j'y vais. Et puis on a vécu des moments très intenses, on a vécu des joies et des peines aussi là-bas, très 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 intenses, encore plus intenses peut-être que ce qu'on peut vivre en France avec la distance, etc. On a vécu vraiment des moments magiques, quoi. Donc, alors évidemment, ça me prend du temps.
hein, forcément, puisque comme maintenant je suis présidente de l'association, forcément j'ai des fonctions de représentation, etc. Bon, maintenant je suis présidente parce qu'il fallait bien que quelqu'un prenne le titre, mais Ouais, j'estime que, enfin voilà, dans une association, il n'y a pas de hiérarchie, c'est parce qu'on doit écrire des statuts et qu'il faut un président, un c'est ça. trésorier, etc. Après, je peux aussi bien, enfin la trésorière, elle peut aussi bien aller faire la même chose que moi. Enfin, on est tous sur le même niveau. Bon voilà, je suis présidente parce que personne ne voulait prendre le poste de présidente Comme souvent. et qu'on n'allait pas laisser, quand l'ancienne présidente a démissionné, on n'allait pas laisser tomber l'association parce que personne ne voulait prendre le titre. Hein, donc, mais bon, je me sens pas plus important que quelqu'un d'autre dans l'association. C'est pas du tout mon genre. Donc on est vraiment tous, c'est très convivial. Enfin, on fait des réunions en France et puis on passe des moments tellement drôles là-bas et tellement que voilà, finalement, ça me coûte personnellement en temps et c'est beaucoup de bonne humeur, c'est beaucoup de Ouais, bon, des fois, ça un reste peu de très cheveux positif au blancs, niveau mais du bilan, quoi. voilà, c'est que globalement, ça m'a beaucoup plus apporté que ce que ça m'a coûté, quoi. Dans l'association, vous êtes tous des soignants ou Pas vous avez du tout. chacun votre job, vous avez Pas chacun du votre... tout. On a dans l'association, on a des soignants, on a des enseignants, on a mon conjoint qui est photographe, on a quelqu'un qui s'occupe un peu du site internet de la com, etc., qui travaille dans l'informatique, qui fait des serious games, etc. On a quelqu'un qui est prof, mais dans le lycée professionnel. Et Et puis chacun on a peut plein de amener son membres, truc, justement. médecins, enfin voilà. On a des jeunes aussi, des étudiants, enfin. Donc c'est ouvert à tout le monde. On concentre pas les activités sur la santé parce que c'est extrêmement compliqué. Et actuellement, le gros projet de l'association, c'est la construction d'une école maternelle qui ouvre dans 3 jours. Donc c'est un projet de longue haleine. Ah, tu Là, m'étonnes. en ce moment, on est un peu dans les combien on va d'inscriptions, est-ce que ça va marcher bon, on a enfin, maintenant, on a un partenariat avec le Rotary depuis l'année dernière aussi, donc Ça voilà, va aider avec un aussi pour le financement. Rotary international, ouais, qui nous soutient, donc voilà, donc ça prend des proportions pareilles auxquelles on ne s'attendait pas, parce qu'au départ, on a démarré vraiment petit, hein, on faisait du parrainage d'enfants et du soutien à des structures de santé existantes. Donc voilà, l'association fait des petits. Pour enchaîner un petit peu, je vais partir sur quelque chose de plus personnel et quelque chose qui pourrait peut-être s'adresser euh, un petit peu hors de l'association. Je veux savoir si toi, depuis le début de ta formation infirmière jusqu'à aujourd'hui, en tant que soignante, est-ce qu'il y a vraiment un souvenir qui t'a particulièrement marqué? Quelque chose vraiment dont tu te souviendras vraiment très très longtemps encore. Pas Oh là forcément là. en lien avec l'association, mais avec ton Oui, métier de oui. soignante. Ouais, non, non, alors en lien avec ma forme, enfin en lien avec mon métier, j'en ai tellement des souvenirs. Elle est dure cette question, elle est très très dure. En même temps, voilà, ça fait 20, si on compte avec les études, ça fait 25 ans, quoi. Donc, évidemment, enfin, moi, je dis des souvenirs ou des fois des fantômes, hein, donc, mais en tout cas, des souvenirs de prise en charge qui ont été particulièrement difficiles. Mais si je devais n'en citer qu'un, j'ai un souvenir à la fois triste et merveilleux, et je le cite souvent en exemple. Moi, j'attache beaucoup d'importance à l'accompagnement et notamment l'accompagnement en fin de vie. J'en avais déjà fait mon mémoire de fin d'études, hein. J'ai pu assister en unité de soins palliatifs à un mariage. C'est-à-dire qu'on a organisé le mariage d'une patiente qui vivait depuis très longtemps avec son conjoint, mais qui n'était pas mariée. Elle était en fin de vie hospitalisée en unité de soins palliatifs et elle voulait se marier. Et donc, on ne pouvait pas la sortir de l'unité, donc on a organisé son mariage en unité. Donc, on avait décoré la chambre avec des voiles tendus entre les pieds à perfusion. On avait vraiment organisé le mariage en unité. Le C'est prêtre est dingue. venu dans l'unité, le maire est venu dans l'unité, et le mariage s'est complètement déroulé dans l'unité de soins palliatifs, en fait. C'est Et une génial ça. petite réception après dans l'unité de soins palliatifs avec les patients, avec son entourage, etc. Donc, si je devais en citer qu'un, un événement à la fois voilà, très heureux parce que c'était un mariage et c'était festif, et à la fois triste parce que la finalité c'était que C'était dans cette un dame, cadre malheureusement, elle particulier. avait une espérance de vie très courte, quoi. Ah mais ça c'est... Ouais, pour ça, c'est encore quelque chose Et d'incroyable. c'était au cours de ma dernière année d'études d'infirmière. Donc effectivement, ça fait 20 ans, quoi. C'est un très très beau, très très belle histoire. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment, pareil, soit quand tu étais encore en formation, soit peut-être après être diplômé, est-ce qu'il y a un moment où tu as eu un déclic,
quelque chose où tu t'es dit, ça y est, là je me sens vraiment infirmière, ou ça y est, je me sens, voilà, je suis à ma place, quoi. Ah ouais. Bon, je pense que, alors pour répondre à la question, je pense que déjà quand on sort de l'école, on sait rien, enfin rien ou pas grand-chose. Tout à fait Euh, d'accord, ça n'empêche pas d'eux. voilà. Hein. Après, plus que alors se sentir infirmière, alors j'ai horreur du terme vocation, et je pense que c'était pas du tout une vocation. Moi, je Mhm. voulais être assistante sociale au départ. Mes parents n'étaient pas d'accord. Voilà, j'avais bon, pas forcément de soignants dans mon entourage, et je pense que au début, je me suis pas mal cherchée. Alors, j'ai tourné beaucoup dans les services. Au début, je faisais partie du pool et ça m'allait très bien parce que ça m'a permis de voir différentes disciplines. Après, j'ai travaillé en addictologie. Alors, c'était un domaine qui me plaisait bien, mais j'ai pas eu l'opportunité d'y rester parce que voilà, j'étais sur un poste, un remplacement, etc. Et puis un jour, du jour au lendemain, on m'a balancé aux urgences. On m'a appelé le vendredi, on m'a dit lundi, vous commencez aux urgences. Catastrophe, c'était pas du tout ce que je voulais faire. J'ai pleuré tout le week-end, et puis le lundi j'y suis allée parce que j'avais pas le choix. Et finalement j'ai été formée par mes pairs, et je pense qu'au bout de, allez, on va dire entre 6 mois et 1 an, je me suis dit bah là je suis à ma place quoi. Là je suis à ma D'accord. place, j'aime ce que je fais, je suis compétente même si on apprend tout au long de sa carrière, et Bien moi sûr, sans j'ai pas arrogance, fini sans dire je d'apprendre. sais tout. Voilà, mais je me suis sentie, voilà, je me sentais à l'aise, alors que bon, dans pas mal de services où j'étais passée, enfin, entre guillemets, je me sentais nulle, quoi, parce que en plus, une époque où il y avait encore des vieux dans les services, enfin, des gens qui étaient diplômés depuis très longtemps et qui vous faisaient bien comprendre qu'ils étaient diplômés depuis bien longtemps que vous. Donc, Que des gens bienveillants. bah, il y en a que je recroise encore maintenant et que je dis ah putain, je me souviens. Ah, Je me souviens bien de toi quand je travaillais en pneumo là. On a une profession qui a du mal à bouger, qui a du mal à changer, donc on se heurte souvent enfin ah mince, je trouve pas le mot, mais c'est ça, les personnes qui effectivement, sont bien en place, j'étais là donc oui je c'est ça. sais. Oui, voilà, c'est ça. Donc, je me suis pas mal heurtée à ça au départ, et puis maintenant c'est moi la vieille, j'aime beaucoup recevoir des étudiants en stage parce que justement ça nous fait réfléchir sur nos pratiques, ça nous fait parce que les choses changent, Ouais. et ça nous fait évoluer aussi bah, je pense qu'ils voilà, et on leur apporte effectivement l'expérience, les astuces, les techniques, les trucs, les bouts de ficelle comme je dis toujours, qui nous permettent d'exercer notre métier, mais eux aussi ont quelque chose à nous apporter quoi. La différence entre la théorie et la pratique, quoi. Oui, voilà, c'est Ok, ça. tu sais, mais regarde, le petit truc qu'on t'a pas appris et qui va t'aider, c'est ça. Oui, voilà. Et puis à Et domicile, puis carrément. c'est vrai qu'on est plutôt les as de la débrouille, quoi. Hein. C'est moi, si j'ai pas de pied à perfusion, je vais quand même trouver une solution, mais je vais pas repartir sans avoir posé la Les perfusion, par exemple. MacGyver. Oui, voilà, c'est ça, les MacGyver. Depuis, il faut être polyvalent, il faut savoir réparer les chasses d'eau, programmer les télés. Donc, mais c'est voilà, ça fait aussi partie du métier, et ça, on l'apprend pas à l'école, quoi. Non, c'est clair. Et justement, tu parlais donc des étudiants. Est-ce que tu as un conseil pour les ESI, les étudiants soit infirmiers ou les tout nouveaux diplômés? Moi, je pense qu'il faut être curieux. Ouais, complètement. Il faut être curieux. Il faut avoir un regard critique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre pour argent béni tout ce qu'on nous raconte, parce que voilà, entre l'information qui est faite par les laboratoires, l'information, voilà, il faut rester critique sur ce qu'on peut lire, sur ce qu'on peut entendre, sur ce qu'on peut en faire sa propre analyse. Alors évidemment, ça vient pas du jour au lendemain. Hein. Moi, quand j'étais jeune diplômée, j'aurais été incapable de critiquer ça ou ça parce que voilà. Et puis, si j'avais qu'un conseil à donner, je l'ai écrit il n'y a pas longtemps sur Facebook, c'est se faire confiance et cultiver son réseau. Ouais. Parce que moi, si j'ai fait tout ce que j'ai fait au jour d'aujourd'hui, et là, si j'en suis à arrêter mon activité libérale en fin d'année et à me dire que j'ai envie de m'éloigner du lit du patient, même si j'adore ce que je fais, attention, hein, je l'ai toujours fait avec passion, et je pense que justement parce que je l'ai fait avec Ok. passion, maintenant je me rends compte qu'il faut que je m'en éloigne parce que la passion, à un moment, elle s'essouffle, quoi. Hein, mais si j'ai fait tout ce que j'ai fait, et si je sais tout ce que je sais, et c'est grâce à un réseau, finalement, un réseau de professionnels, entretenir de bonnes relations avec les professionnels avec qui on travaille, que ce soit médicaux, paramédicaux, aller chercher l'information, oser aller dans les congrès, alors ça a un coût certes, mais des fois
plutôt que s'acheter une connerie ou aller s'acheter 3 Bah, c'est paires de ça. Puis ça rend pompes. ton job intéressant, en fait. Moi, je pense qu'il faut se donner la chance. Ouais. Voilà. Et alors ça, c'est un truc, c'est pareil, quelque part, je l'ai appris de l'Afrique, quoi. Parce que là-bas, quand vous dites, bah oui, mais là, on parraine tel ou tel enfant, et puis finalement, il y en a plein d'autres qu'on pourrait parrainer, mais ils vous répondent, bah c'est sa chance. Ah bah, Voilà, on c'est va sa appeler ça. chance. Donc il Cultive faut ta savoir chance. voilà, il faut saisir la chance qu'on nous donne et il faut voilà, il faut être ouvert, et puis il faut découvrir quoi. Il faut pas s'asseoir sur ses acquis, jamais, jamais. Moi encore au jour d'aujourd'hui, je lis à longueur de journée, je m'informe, il faut s'informer sur si on veut savoir pourquoi on travaille dans ces conditions-là, il faut s'informer sur la politique de santé, sur les priorités des politiques dans sa région, au niveau local. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, si avec un conseil, c'est ça, c'est se faire confiance, oser, et effectivement, jamais se reposer sur ses acquis et cultiver son réseau, quoi. Eh ben, c'est top. Écoute, ça conclut super bien, ça conclut super bien cet entretien. Je suis complètement d'accord. Donc, être curieux aussi, hein, pas Ouais. l'oublier, c'est le premier conseil que tu avais donné. Sandra, merci beaucoup d'avoir pris le temps, De rien. d'avoir discuté un petit peu justement, d'avoir présenté ton projet, un de tes nombreux projets. Ouais. Je croise les doigts pour ton école. Ouais. Pas de souci. Bon, écoute, on va démarrer doucement. On a 30 places, hein, donc on a encore un peu de place. On aura la prochaine mission. J'espère que l'école sera pleine. Ça marche. Écoute, merci encore, et puis je te dis à très bientôt. Merci. Salut. Ciao. Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, avant que tu partes, je vais avoir besoin de toi pour 2 choses. La première, laisse-moi un commentaire, explique-moi un petit peu si le podcast te convient, ce que tu y retrouves ou ce que tu aimerais y retrouver. Et puis dis-moi, est-ce que toi aussi tu es impliqué dans le monde associatif? Est-ce que toi aussi tu as décidé un jour ou peut-être dans le futur de t'impliquer à l'étranger? Et puis pour faire vivre le podcast, n'hésite pas, abonne-toi bien évidemment. Fais-le découvrir autour de toi, ta famille, tes amis, tes collègues. Et on se retrouve dans 15 jours pour un prochain podcast. Ciao.